Aujourd'hui, nous accueillons Alban Guillaumarche. Il est étudiant en droit à l'ENS d'Ulm et également responsable des relations publiques pour la European Space Law Association. Il a fondé un cycle d'études spatiales à l'ENS et aujourd'hui, nous parlerons de l'humanisation de l'espace. Bonjour Alban. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'espace et moi j'aurais aimé commencer en parlant des frontières de l'espace. Est-ce qu'il y en a? Et si oui, ou comment elles sont régies? Quels droits on y applique? Je pense que fondamentalement, il y a trois types de frontières. Trois types de frontières. Les frontières biologiques et physiques d'abord, et ensuite, bien évidemment, des frontières financières et techniques. Donc en fait, l'espace est une frontière en soi, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est même quasiment antinaturel pour l'homme d'aller dans l'espace finalement, parce que des milliers d'années d'évolution pour s'adapter à la Terre et non pas pour s'adapter à l'espace. Donc la première frontière, c'est l'espace biologique, et c'est la frontière, biologique et physique. Euh, Contrairement d'ailleurs à ce que beaucoup pensent, la conquête ou l'exploration de l'espace plutôt n'a vraiment rien à voir avec l'exploration à la Christophe Colomb ou avec la conquête du Far West, parce que l'espace, ça reste comme une frontière biologique. Un homme ne peut pas aller respirer dans l'espace. Donc, finalement, quelle frontière deuxième question à se poser, c'est quelle frontière créée finalement par l'homme, quelle délimitation à ses activités, quelle délimitation géographique, on y reviendra sans doute, mais géographique, et quelle délimitation technique. Et alors là, c'est là qu'intervient le droit. De manière générale, le juriste intervient dès lors qu'il y a des problèmes, mais les problèmes arrivent dès maintenant. Donc la question qui se pose en effet, c'est quel droit? Donc je suppose que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Mais voilà, pourquoi le droit maintenant s'y intéresse et voilà, qu'est-ce qu'on veut y appliquer? Quelles règles il faudrait imaginer? Je pense que ça répond en fait à une question bien plus large à l'origine, qui est celle de pourquoi l'espace. Après tout, puisqu'en effet, je viens de le dire, c'est une frontière biologique en soi, à quoi bon y aller et à quoi bon surtout se questionner dessus? Et je pense qu'il faut répondre en deux temps. Là, je vais me contenter d'abord d'une réponse un peu plus théorique. Le droit s'intéresse à l'espace parce qu'au fond, c'est la transposition à une échelle beaucoup plus large d'enjeux véritablement planétaires. D'enjeux géopolitiques, tout d'abord, évident. Le premier, c'est que l'espace est un enjeu de souveraineté. Dernièrement, d'ailleurs, l'actualité le prouve. L'Inde et son programme spatial, il y a une ferveur nationaliste derrière le programme spatial indien. Pas que lui, d'ailleurs. Faut pas oublier que Going Back on the Moon for 2024 de Trump reste quand même Make America Great Again. Ouais. Et puis au-delà de ça, il y a une souveraineté évidente qui est celle de la souveraineté satellitaire. L'enjeu majeur aujourd'hui dans une économie centrée sur les données personnelles, ça reste quand même de pouvoir les diffuser, les faire passer d'un endroit à l'autre, et les connexions satellitaires sont un enjeu de souveraineté. Et au-delà de ça, la capture d'images satellites reste par ailleurs un enjeu majeur. Donc au fond, ça c'est pour ce qu'il s'agit de la géopolitique, mais même sur l'environnement. L'enjeu environnemental reste d'ailleurs transposé en spatial, puisque on a bien deux aspects au moins sur l'environnement. Le premier, c'est que la mesure finalement du changement climatique ne peut pas se passer des mesures spatiales. Sortir de la Terre pour la voir, entre guillemets, du dehors, d'un dehors proche, mais du dehors toujours, est un enjeu environnemental en soi. Et une deuxième question qui montre d'ailleurs particulièrement bien la transposition des enjeux terrestres à l'espace, c'est la question des débris. On sait, depuis le début de la conquête spatiale à la fin des années 50, qu'envoyer des choses dans l'espace génère des débris. Et pourtant, on n'a pas fait grand-chose. Ouais. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à un espace quasiment saturé de débris. Et juste sur les enjeux, après je m'arrête sur la transposition des enjeux, mais il y a aussi finalement cette séparation entre le public et le privé. Quelle place de l'État dans l'espace ? Relativement aux entreprises, relativement à d'autres acteurs, des acteurs privés. Ouais. On pense à SpaceX, on pense à Blue Origin de Jeff Bezos aussi, ou à d'autres programmes privés. Ce qui fait qu'en fin de compte, l'arrivée de ces programmes privés a montré certaines défaillances du droit spatial, mais a aussi remis en cause la place de l'État et notamment des agences spatiales dans tout ça. Et je pense qu'il y a une question véritablement philosophique, promis après je m'arrête sur la transposition des enjeux, qui est celle du paradigme. Au fond, la question fondamentale à se poser, c'est pourquoi aller dans l'espace, mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait ?
Et est-ce qu'on en fait un programme industriel terrestre bis? Est-ce qu'on en fait une utopie politique pour les plus fous d'entre nous? Ou, voilà, véritablement, qu'est-ce qu'on fait de l'espace? Ouais. Voilà, je pense, pourquoi l'espace, de manière théorique, il faut s'y intéresser. Et c'est là, justement, que le droit vient appréhender les activités spatiales. Mais donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un droit à inventer, ou est-ce que c'est une zone de non-droit, l'espace, ou est-ce qu'on a déjà de la substance qui concerne l'espace? Fondamentalement, oui. En fait, contrairement aux idées reçues, il y a bien un droit de l'espace. Donc, enfin, un droit de l'espace et un droit spatial. D'ailleurs, selon la dichotomie, on est juriste, on se refait pas. Le droit de l'espace qui couvre donc les traités internationaux conclus en la matière et les différentes résolutions des Nations Unies, justement, qui couvrent l'espace. Donc ça va du traité sur l'espace à un bureau spatial des Nations Unies pour l'espace, ou à des résolutions sur le rapatriement des astronautes, sur la responsabilité internationale, et d'autres éléments, en fait. Donc oui, il y a déjà un droit de l'espace. Il y a déjà des droits nationaux de l'espace. La France a une loi spatiale qui couvre une sorte de cahier des charges pour les tirs. Il y a déjà des agences nationales, il y a déjà des contrats. Et surtout, le domaine des satellites est sans doute celui qui est le plus réglementé en matière spatiale. Donc, en fin de compte, il y a déjà du droit spatial, c'est pas une zone de non-droit. La question fondamentale à se poser, c'est: est-ce que ce droit, élaboré au fur et à mesure, notamment sous l'influence d'un combat, d'une course entre les États-Unis et l'URSS au tout début, est toujours adapté au spatial contemporain? La question, c'est pas tant y a-t-il un droit de l'espace, la question c'est le droit de l'espace actuel est-il encore adapté au spatial de demain? D'accord. Et sur cette question, je suis plus nuancé. Et ta nuance, ça porte sur les objectifs qu'on porte vis-à-vis de l'espace, ou est-ce que c'est vis-à-vis plutôt de justement ce que tu disais, les limites juste techniques en fait qu'on a ou... Ce qui est assez intéressant, en fait, je fais juste un petit détour par un point purement juridique. Quelle est la matrice mère en fait du droit spatial? En fait, la matrice du droit spatial, bien que le droit spatial soit séparé de cette matrice, c'est le droit maritime et le droit des activités aéronautiques. Toutefois, le point nodal en fait qui distingue d'un côté le droit des activités spatiales et de l'autre le droit des activités terrestres, c'est justement qu'il n'y a pas de terre en soi en fait. Donc, le point qui crée justement l'identité propre du droit spatial, c'est bien ce point-là. Ce qui le distingue de ses droits voisins, c'est d'une part l'absence de territoire. D'accord. On y reviendra après, si tu veux, sur la définition du territoire, et par ailleurs, l'indétermination physique, en fait, du point d'arrivée. C'est-à-dire que, comme je ne sais pas, fondamentalement... En fait, on va reprendre... je crois que c'est Paul Valéry qui disait qu'en fait, quoi qu'il arrive sur Terre, on a quasiment tout découvert, tout administré, tout réglementé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que un bateau ou un avion, puisque j'ai placé la matrice du droit spatial dans ces deux domaines, un avion a nécessairement besoin d'atterrir à un moment, il atterrira dans une zone administrée. Un bateau a nécessairement besoin d'accoster à un moment, il accostera dans une zone déterminée. Je tire une fusée depuis Cap Canaveral ou depuis Kourou en Guyane, si je rate mon truc, elle finit dans l'espace. Si elle finit dans l'espace loin, il peut y avoir un accident, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le droit spatial tire une autre particularité de cette... En gros, c'est une expression un peu lourde, mais de cette indétermination physique du point d'arrivée. Qui empêche en fait la territorialité et donc l'application d'un droit qui s'appliquerait à un territoire en particulier. Globalement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que comme on s'est rendu compte qu'une approche territoriale de l'espace a pu être utile dans les premiers moments, notamment pour délimiter, pour poser une frontière verticale à la souveraineté des États. Mais une fois qu'on a dépassé cette approche territoriale-là, on a eu une approche un peu plus fonctionnelle. D'ailleurs, c'est l'approche fonctionnelle qui prime. Le droit des activités spatiales n'est pas un droit qui s'applique sur un territoire donné, mais un droit qui s'applique à des activités données. Dès lors que des activités concernent le spatial, globalement, le droit spatial s'applique. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est sans doute une des premières fois,
ce n'est pas la première fois, que dans l'histoire, un droit est régi non pas en raison d'une certaine territorialité, mais quasiment à raison de sa matière seulement. C'est ça qui est passionnant aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que la question de la territorialité dans l'espace se pose. Tu as dû voir à la fin de l'été cette histoire de l'astronaute qui a piraté les comptes de sa femme depuis la Station Spatiale Internationale. Elle a usurpé l'identité, il me semble, de sa compagne depuis la Station Spatiale pour accéder à ses comptes. Mais la question se pose. Quelle loi on applique ? Et en fait, de cette question-là découle aussi une autre question. C'est la question de la territorialité dans l'espace. Est-ce qu'un satellite ou un module peut constituer une forme de territoire en soi ? La question se pose dès lors qu'un homme est à bord. Ouais. La question ne se pose pas finalement quand on envoie un robot ou quand on envoie un satellite. Mais quand un homme est présent sur place, est-ce qu'on peut alors considérer qu'on est face à un territoire, c'est-à-dire une zone définition... c'est pas une définition d'école, mais une définition qui tiendra au moins pour ce podcast, qui est une personne dans un espace clos avec des frontières déterminées. Est-ce que je peux considérer qu'un module est un territoire ? Et la question se pose encore plus quand on voit des oligarques russes fonder Asgardia, qui est finalement qui se proclame État, mais qui ne serait finalement qu'un satellite. La question se pose à ce moment-là. Et en fait, déterminer la nature territoriale ou non des modules, déterminer la nature territoriale ou non des stations spatiales, ça amène vraiment la question de qui administre l'espace. Parce que la question est là, c'est que l'approche traditionnelle en droit reste quand même une approche territoriale, et que, au fond, la territorialité sera déterminée à ce moment-là. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de frontière encore juridique bien nette. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas... On ne peut pas se déterminer et dire, de toute façon, on ne peut pas le dire, cette partie-là de la Lune nous appartient, cette partie-là ne nous appartient pas, puisqu'il y a un principe de non-appropriation. Mais voilà l'idée, en fait. D'accord. Donc en fait, c'est un peu l'idée que c'est l'humain qui fait le territoire de l'espace, c'est l'humain qui fera les principes qui vont s'y appliquer en fonction de ce qu'il y apporte et de ce qu'il y fait, etc. Et donc ça fait partie de ces principes qui doivent régir le droit de l'espace, peut-être vis-à-vis des activités de l'humain, vis-à-vis de son impact, etc. Actuellement, il y a déjà des principes... D'ailleurs, la plupart des juristes en droit spatial, finalement, moi je suis un jeune débutant, mais la plupart des juristes expérimentés en droit spatial mettent en avant qu'il y a déjà un ordre juridique donc, de l'espace, qui est constitué par 6 grands principes. Donc, pour faire une petite liste rapide, principe de liberté, principe de non-appropriation, principe de responsabilité internationale des États, principe aussi de l'usage pacifique, et enfin, principe de coopération et... de respect de l'intérêt commun, il me semble. Donc, Mireille Couston dit que les 3 premiers sont des principes structurels et les 3 derniers sont des principes éthiques. D'accord. Mais globalement, il y a bien déjà un ordre juridique du droit spatial. Est-ce que finalement ce sera l'humanisation progressive de l'espace qui fera le droit ? Au fond, la question qui se pose actuellement, parce que je ne sais pas si c'est un travers de jeunes arrivants de vouloir bouleverser un ordre juridique ou si c'est globalement une véritable réflexion sur le droit. Bon, on va placer un peu des deux, un petit peu de volonté égocentrique de renverser le droit spatial, enfin pas renverser, réformer, pardon, et globalement aussi la constatation des évolutions de l'espace. La question qui se pose, c'est faut-il, dès maintenant, penser à l'ordre juridique spatial précisément de demain. Le problème fondamental de l'espace, c'est que c'est une conquête évolutive et que globalement, l'innovation technologique génère à chaque fois des nouveaux problèmes juridiques à se poser. Alors, bien entendu, actuellement, la question de l'humanisation de la Lune, donc c'est-à-dire l'installation d'humains sur la Lune, est de l'ordre du programmatique. Donc c'est globalement... est de l'ordre du prospectif. En fait, en spatial, il faut distinguer ce qui relève du prospectif et ce qui relève du programmatique. Le programmatique, c'est on y va, c'est bon, on signe un chèque. Le prospectif, c'est on imagine. C'est ça. D'accord. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ma conception, c'est que le droit spatial doit être nécessairement évolutif. Ouais.
Oui, on n'a peut-être pas les engins qui nous permettront de nous installer ou de... Mais les engins et les enjeux, Oui, c'est que... les intérêts... c'est ouais. ça. Qui dit enjeu nouveau, dit droit Ouais. spatial nouveau. Et moi, ma conception, c'est que le droit spatial, l'orientation du droit spatial de demain sera fonction des premiers acteurs à aller le plus loin possible. Je pense que la figure du droit spatial sera tout à fait nouvelle si c'est un acteur, ce qui est globalement pas possible, enfin globalement peu probable en tout cas, que si c'est un acteur 100% privé qui met le pied en premier sur l'humanisation de la Lune, si c'est privé-public ou si c'est 100% public. En tous les cas, le partage privé-public est toujours collaboratif, faut pas oublier que les agences sont des agences publiques qui utilisent les ressources de l'industrie privée. Mais globalement, je pense que le droit spatial sera orienté par le type d'acteurs qui mettront sur place. Tu parlais du prospectif, juste est-ce qu'on peut revenir là-dessus pour se demander qui fait du prospectif aujourd'hui vis-à-vis de ça? Donc on imagine voilà, les entreprises privées qui voilà, cherchent la conquête, etc. Mais par exemple, est-ce que les agences spatiales pensent à la vie sur Mars, la vie sur la Lune, etc. Mais comme dans tout projet scientifique à vocation secondaire industrielle, le spatial a fait de la recherche et développement, Oui. mais ce qui est intéressant, je pense notamment à l'initiative du CNES, auquel je vais bientôt participer, Spaceable, qui est un think tank sur la prospective spatiale. Oui, d'accord. En fait, la prospective adresse des questions qui ont une vocation à terminer en programmatique. Ouais. Pas toutes, bien entendu, mais la prospective essaie d'imaginer. Et d'ailleurs, j'en arrive à un point de théorie juridique. La question qui se pose, au fond, c'est le rapport du droit aux sciences. C'est-à-dire que, globalement, si on regarde bien, le droit, avec des exceptions comme toujours en droit, mais le droit a toujours fait la course aux sciences. C'est-à-dire qu'il a réglementé très rarement en avance de la science. Ouais. Enfin, il l'a fait, je dis pas qu'il ne l'a pas fait, mais... C'est plus courant d'arriver après une découverte ou une avancée scientifique. Voilà, et d'ailleurs ne serait-ce que pour des raisons j'ai envie de dire, de productivité scientifique, mais là, le droit a une occasion... En fait, on a deux choses. On a une occasion première, c'est d'ordonnancer, dès le début, un ordre juridique. C'est-à-dire que, globalement, il n'y a pas grand-chose de... Enfin, on a l'occasion d'aménager la spontanéité de la découverte. Et ça ne freinerait pas des découvertes idéalement, non. Ouais. Idéalement, ça reste l'aménagement de la spontanéité du spatial. Mais je pense que le droit spatial doit avoir cet objectif-là aussi, qui est d'aménager cette spontanéité. Le droit peut avoir un coup d'avance, quasiment. C'est-à-dire qu'on peut penser dès demain le droit de l'administration des activités sur la Lune. C'est-à-dire que... D'ailleurs, globalement, j'en profite d'avoir un micro devant moi pour faire une confession. Personnellement, je me suis lancé dans l'étude du droit spatial et dans les questions prospectives en droit spatial, globalement parce qu'il y a énormément de choses à faire, et que, éminemment, tous les choix de normes qu'on fera, je le pense, fondamentalement, tous les choix de normes qu'on fera sur le spatial auront un impact, c'est un mot que j'aime beaucoup, mais paradigmatique. C'est-à-dire que, véritablement, choisir tel ou tel type de norme, c'est imposer un paradigme à l'espace. Tout comme finalement le débat qui avait eu lieu entre les États-Unis et l'URSS, est-ce qu'on veut un spatial mené par l'État, et que par l'État, URSS, ou est-ce qu'on veut un spatial ouvert à la concurrence entre l'État en collaboration avec le privé et avec le privé. Et globalement, en fait, la question s'est posée. Et le fait de choisir la formulation qui est que l'espace, il me semble, est une activité sous supervision de l'État, c'est un choix paradigmatique. Tous les choix de normes dans l'espace ont un impact, forcément, et sur le développement scientifique, et sur le développement de l'avenir du spatial. Bon, après, c'est un vieux travers de juriste, de croire que le choix normatif génère forcément une orientation dans le réel.
On a beaucoup parlé de l'exploration de l'espace, s'installer dans l'espace, etc. Mais est-ce que vraiment, donc là là j'aborde un point un peu plus philo, mais est-ce que vraiment on devrait l'envisager en fait? Est-ce que éthiquement, anthropologiquement, l'homme est fait pour aller rechercher la vie dans l'espace, enfin voilà, l'humanisation de l'espace, etc. Est-ce que l'humain n'est pas fait pour le terrestre? En fait, ça me rappelle je crois que c'est le prologue à Condition de l'homme moderne, où Hannah Arendt commence d'ailleurs par parler spatial, en y voyant en fait une forme d'arrachement de l'homme à sa condition terrestre. En fait, on devrait aller dans l'espace, ne serait-ce que par besoin quasiment anthropologique d'explorer, et parce que globalement, pour montrer à Paul Valéry que non, tout n'a pas encore été découvert, alors globalement on maîtrise l'espace terrestre, alors autant continuer et aller vers The New Frontier, si on est fan de science-fiction, mais vraiment l'idée, il y a une forme d'arrachement en fait, j'aime bien cette idée d'arrachement de l'homme à sa condition terrestre. D'ailleurs, pour les plus ambitieux ou les plus fous, ça dépend du point de vue, en fait on a l'humanité qui quitterait son berceau. D'ailleurs, comme si le seul projet qu'aurait eu l'humanité, c'était de maturer pour un moment, s'en aller de la Terre. Mais bon, ça, c'est une autre vision des choses. Mais je pense qu'il y a une forme... Il y a deux questions philosophiques, et quasiment anthropologiques. La question qui se pose, c'est que signifie cet arrachement de l'homme à sa condition terrestre? Je trouve qu'en fait, il y a une forme d'altérité planétaire, en fait. C'est-à-dire que je sors... de la Terre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'astronautes qui évoquent cette expérience-là, et j'observe ma maison mère, ma planète, depuis l'extérieur. Et déjà, je me rends compte d'une part de sa fragilité, et deuxièmement, de tout l'intérêt qu'on a à la préserver. Donc en fait, cette expérience, c'est une expérience quasiment d'altérité. Moi, je trouve ça absolument génial, de se dire, tiens, je sors de ma planète, je l'observe, et je me rends compte de l'immensité dans laquelle on se trouve. Et la deuxième question qui se pose, et c'est globalement la question, je pense, qui devrait guider aussi l'exploration spatiale, c'est une question de paradigme, encore une fois. Mais qu'est-ce que je peux bien faire d'une planète? Qu'est-ce que je peux bien faire de l'espace? La question qui se pose, c'est est-ce que je reproduis ce que j'ai fait sur Terre? Donc, quand je dis je, c'est je me mets dans les bottes du personne de l'espace. C'est pas moi, petit étudiant à l'ENS. Quand tu auras ta planète. Mais comme les libertariens veulent leur île. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'une planète? Qu'est-ce que collectivement, le nous, humanité, peut bien vouloir faire d'une planète? Est-ce qu'on en fait un projet industriel? Est-ce qu'on en fait un projet de colonisation, d'habitation, une nouvelle utopie politique? Globalement, ça permet aussi de penser, tiens, quelles erreurs on a fait sur le développement pour ne pas les reproduire? Alors, bien entendu, encore une fois, cette question se posera dans plus d'une 50aine d'années, sans doute, parce qu'actuellement, on n'a pas trop les moyens technologiques de se poser cette question-là. Mais ce qui n'empêche de rêver, de faire de la prospective philosophique et de se dire, cette question-là, il faudra l'adresser un jour. Qu'est-ce que je peux bien faire d'une planète? Est-ce que c'est pas ça, finalement, la question fondamentale de la philosophie de l'espace? Parce que globalement, tout d'un coup, en fait, je me rends compte que je suis habitant d'une planète parmi d'autres. La question de la vie sur les autres planètes n'est pas à poser dans ce podcast, mais... Mais il y a vraiment une question de paradigme, en fait. C'est, qu'est-ce qu'on a fait de notre planète? Le fait de sortir, de l'observer et de la voir, véritablement, amène cette question-là. Ça se voit pas dans le podcast, mais depuis tout à l'heure, je mime l'extraction c'est vrai. d'un homme depuis la planète. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une question philosophique derrière. C'est pour ça qu'en fait le spatial est interdisciplinaire au fond. C'est qu'il fait parler et des philosophes, et des scientifiques, et des juristes. Très bien. Pour terminer, j'aimerais juste que tu nous présentes
Voilà, la European Space Law Association, dont tu fais partie, et puis aussi le cycle d'études spatiales à l'ENS. Alors, primauté à l'ancienneté pour le cycle d'études spatiales. Donc en fait, le cycle d'études spatiales que j'ai repris l'année dernière à l'ENS est un cycle interdisciplinaire qui en fait vise à faire communiquer les sciences spatiales traditionnelles et les sciences humaines et sociales. D'accord. Pour qu'en fait, notre concept de base, c'est un étudiant, un scientifique et un représentant des sciences humaines et sociales qui puissent ensemble discuter des enjeux de l'espace dans une approche commune. D'accord. Donc ça, vraiment, c'est notre but. Et là, on redémarre à partir de novembre pour un cycle d'une vingtaine de conférences. D'accord. Sur, justement, administrer l'humanisation de l'espace. Et la European Space Law Association, qui a été créée en 2015, que j'ai rejoint cet été, et dont je gère les relations publiques, en fait, a pour but de créer une plateforme de dialogue entre des praticiens du spatial. Donc ça va de l'institutionnel d'agence à l'avocat en droit spatial, parce qu'il y a des avocats en droit spatial, ou à l'étudiant comme moi qui j'ai rejoint cette année, pour penser justement le droit spatial. Et donc vraiment, c'est une plateforme et de proposition et de dialogue entre praticiens sur le droit spatial. D'accord, très bien. Donc très ancré dans l'actualité et puis dans la prospective aussi, c'est important. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci. Et puis on va suivre l'avancée des choses. Est-ce qu'on refera un podcast sur Mars dans quelques années? Je ne sais pas. Bon. Merci. Merci.